Il y a plein de trucs qu'on a appris à l'école et qui ne sont plus vraiment vrais aujourd'hui, et même que des fois, ça n'a jamais été vrai. Le sucré qui ne se goûterait que sur le devant de la langue, le singe qui se redresserait pour devenir un humain, ou l'atome qui ressemblerait à ça. Je suis allée voir 2 enseignants en prépa et à l'université. On a creusé 3 fausses vérités qu'on m'a enseignées et qui sont peut-être encore enseignées ? Vous me direz. Alors certaines sont inoffensives et d'autres changent vraiment la façon dont on voit le monde. On démarre ? Mais avant ça, vous allez voir que tout au long de la vidéo, je vais avoir des petits objets pour m'aider à illustrer les concepts. Objets que j'ai réalisés avec cette imprimante 3D, la Bambu Lab A1, qui est le sponsor de cette vidéo. Et ce sponsor, en l'occurrence, c'est moi qui suis allée le chercher, c'est pas eux qui m'ont contacté. Donc là, mon défi, c'est de unboxer une imprimante 3D sans réveiller le bébé, qui vient juste d'aller se coucher. Et si je les ai démarchés, c'est parce que je suis méga impressionnée par leur technologie. Perso, j'ai eu ma première imprimante 3D en 2012, et si j'en crois, c'est assez fou, mais les dates de mes photos, apparemment j'ai réussi à faire ma première impression au bout de 24 jours. La Bambu Lab, je l'ai montée en 30 minutes et en prenant mon temps. Alors pourquoi est-ce que je suis allée voir Bambu Lab spécifiquement ? Déjà parce qu'elle est recommandée par mes anciens collègues et amis qui font de l'impression 3D, mais aussi pour 3 critères importants pour moi: le bruit, la vitesse et la qualité de l'impression évidemment, et la simplicité. Parce que je suis plus dans cette étape de ma vie où j'ai besoin de monter tout, d'être en maîtrise de tous les paramètres. Non, moi je veux juste appuyer et que ça marche. Et pour le bruit, je suis vraiment très impressionnée. J'ai monté et fait marcher l'imprimante pendant que mon bébé dormait, sans problème. Elle devient tellement silencieuse. C'est très impressionnant. Et je peux même la faire fonctionner la nuit alors que mes murs sont en carton et qu'on entend tout. En fait, c'est même tellement sans problème que heureusement qu'ils ont mis une petite caméra qui est juste là pour qu'on puisse la monitorer depuis notre téléphone. Parce que moi avant, je monitorais mon imprimante 3D au son. Quand j'entendais un changement de son, je me disais ah, il y a un problème. Là, au son, je peux plus, donc heureusement qu'il y a la caméra pour que je vois où en est mon impression. Et la vitesse et la qualité, j'ai rien à redire. J'ai jamais connu personnellement cette qualité-là et c'est ma 4e marque d'imprimante 3D dans ma vie professionnelle ou personnelle. Elle est à un prix que je trouve dérisoire, elle marche super bien, la techno est folle. Lien en description. En vrai, moi j'aime vraiment cette imprimante. Moi j'ai vu beaucoup passer cette image quand j'étais petite, sur la carte du goût de la langue. On est dans une vidéo où on sait que les choses vont être fausses, ouais. Donc pourquoi est-ce qu'elle est fausse cette carte de la langue? Elle est vraiment intéressante ça parce que moi en tout cas j'ai vraiment été bercé par cette illusion. J'ai entendu ça aussi dans d'autres contextes, des cours d'œnologie. Donc de dégustation du vin, et dans lequel il disait que les verres de vin étaient optimisés pour justement correspondre à la répartition des récepteurs gustatifs sur la langue. Intéressant. Si c'était vrai. Et donc c'est quoi qui est faux dans cette image? C'est le fait qu'il y ait la localisation des récepteurs ou le fait qu'il y ait des récepteurs spécifiques? Il y a plusieurs choses qui sont faux. On n'a pas que 4 récepteurs du goût essentiel. Donc si on fait les 4 là qui sont représentés, on a le sucré, le salé, l'acide et l'amer. 4 goûts fondamentaux. En fait, depuis près de 1 siècle, on sait qu'il y en a un autre qui existe. C'est un chercheur japonais qui a découvert qu'une des algues très répandues qu'on appelle le kombu dans la cuisine japonaise provoque l'activité d'un récepteur qu'il a pu détecter sur la langue, et ce qui donne véritablement un goût qu'on appelle le goût umami, c'est du japonais, et on sait même quelle est la molécule qui déclenche ça. On appelle ça le monosodium de glutamate, MSG en anglais. Qu'on peut ajouter dans la cuisine d'ailleurs, ça s'achète le MSG. Oui, c'est un sel en fait. Un sel, de la même manière que le sel, c'est pas n'importe quel sel, c'est le chlorure de sodium qu'on utilise et qui va déclencher le récepteur. Maintenant, leur répartition, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de répartition privilégiée puisque nos papilles gustatives, ce sont des groupes de cellules qui possèdent des récepteurs pour chacun des 5 sens. Tu as des groupes de cellules qui sont sensibles à tel ou tel goût, voire à plusieurs goûts en même temps. C'est juste qu'elles ont différents récepteurs. Ça marche pas, puisque chaque papille gustative normalement est déclenchée par la réception de la molécule sur la cellule. Il y a peut-être éventuellement des seuils qui sont différents, une répartition qui est différente, mais tu ne peux pas dire que à une partie de la langue correspond la détection de
un seul goût. Ça laisse entendre qu'il y a des parties de la langue qui ne sont pas sensibles à ces goûts-là. Bah, c'est pas vrai, puisqu'on est capable de voir des papilles gustatives pratiquement sur toute la langue. L'origine de cette méconception, c'est un article de 1901 d'un chercheur qui s'appelait Hennig et dont les travaux en allemand ont été utilisés un petit peu plus tard par quelqu'un qui s'appelait Edwin... Boring. Très bon nom. Voilà, son nom est tellement ennuyeux que je l'ai oublié. Donc Edwin Boring, qui lui a quantifié un peu les tests qu'avait fait ce chercheur allemand pour voir s'il y avait des seuils d'activité sur la langue plus ou moins forts par rapport aux 4 goûts qu'il testait. Et donc c'est des différences de seuil subjectifs, une étude que jamais sera acceptée à l'heure actuelle pour être exhaustive. Donc c'est une mauvaise interprétation qui a été faite même de l'article dont on tire cette fausse croyance, quoi. Ouais. Okay. Et qui a été perpétrée, et très très importante dans les pays anglo-saxons. Le service, le monde éducationnel s'est emparé de cette question pour préparer des séances de TP que visiblement des générations et des générations d'élèves ont suivi. Et moi je trouve c'est génial, c'est qu'il y a des témoignages de personnes qui sont révoltées. Je dis mais moi je disais que j'étais capable de goûter le amer avec le bout de ma langue et j'ai raté mon examen parce que pour le prof c'était pas possible selon la science. Donc ça se teste facilement en plus si on n'est pas convaincu. Exactement. Ouais. Je te propose qu'on fasse le test. Allez. Donc ça, normalement, c'est du sel. Si on en croit la carte de la langue, avec le bout de la langue, qui est destiné normalement au sucré, on n'est pas capable de le détecter. On devrait rien sentir. Vraiment, allez. T'as du sel. À fond les ballons. Aucun problème. Et c'est censé être où ? Sur les côtés du bout de la langue. Ah, c'est allé plus vite. Exact. Je peux comprendre. Ouais, moi aussi. Ça allait beaucoup plus vite. Ah oui, non. Ah oui. Ah, c'est beaucoup plus salé. Et au fond Très peu. Hein. Non, mais par contre, j'ai touché un petit peu le haut de mon palais et mon palais, il est à fond. Ouais, le palais, par contre, ouais. On a des papilles sur le palais ? Bah, il faut croire. En tout cas, je sens quelque chose. C'est intéressant. On a des papilles gustatives un petit peu partout. Ah, pas que sur la langue ? Moins, mais je crois qu'il y en a un peu parti dans l'œsophage. Alors là, on a un truc qui est un petit peu plus mitigé. C'est que ça va être à la fois salé, mais on devrait aussi sentir le goût umami. Donc c'est de la sauce soja. Ouais. Je vais me rincer la bouche. Et qu'on est parti sur le umami. Donc le umami, il n'existe même pas sur la langue. Non, donc je peux même pas savoir, mais on va tester si on est capable de le sentir de manière générale. On va le retrouver, le goût umami, dans différents produits. Et c'est intéressant de savoir si on a des sensibilités. Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est réparti dans toute la langue, mais ça vaudrait le coup de faire le test. Alors ? Je sens fort. Je sens le salé aussi beaucoup. Hein. C'est très salé la sauce soja aussi. Ah, moi dans le fond de la langue, c'est un goût où tu sens genre comme si c'était de la viande ou du fromage, genre du parmesan concentré de tomates, champignons forts, truffes. Et là tu vois le umami, donc je l'ai testé au bout de la langue et au fond de la langue. Comme c'est aussi salé, le sel s'est éteint au fond de la langue. C'est éteint, pas complètement, mais en tout cas il y avait beaucoup moins de sel. Et le umami est plus ressorti parce que ça avait éteint le sel. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis le derrière parce que je sais que c'est moins sensible au sel pour moi. Et alors je le mets justement sur le... Et sur le côté, c'est ouf, je sens que le sel presque. Et après, ça vient un peu. Ouais, c'est que le sel sur le côté. Mais donc, c'est obligé que c'est... tu as des questions de seuil. Bien sûr. Tu détectes les différents goûts. Tu les détectes tous, mais c'est des vitesses. Ouais, presque. Bon. Ah, c'est super intéressant. On passe au vinaigre. En plus, c'est même pas du vinaigre... Vinaigre ménager. Non, goûte... Est-ce que... 14 degrés. Attends, il y a des degrés pour le vinaigre ? C'est pour détartrer la cuvette des toilettes. On va vraiment prendre ça ? On n'est pas obligé. Ça s'appelle quand même un détergent, quoi. Bon, arrêtons. Pas grave. On fera pas l'acide. On fait le sucre, pas de souci. Ouais, on fait le sucre. C'est le meilleur pour la fin. Bah, pas grand-chose. Hein. Ah, au fond, je sens rien. Ouais. Il faut attendre que ça fonde, parce que c'est du sucre de canne aussi. Ok. Ouais. Bon, c'est sûr. C'est direct. Où ça ? Sur le bout de la langue. Sur le bout de la langue, c'était direct ? Ouais. Ok. Je peux comprendre qu'on... Elle est intéressante cette carte quand même. On entretient une sorte de fantasme, mais c'est quand même fou de se dire que les gens ont testé et se sont dit « Ah non, mais je ne peux pas goûter du sel du bout de la langue. Je suis là, non, mais bien sûr que si. Ouais.
En gros, j'ai l'impression que le sel est super sensible. Ah, sur le côté, c'est très bien aussi. Ah oui. Bah oui. Bon voilà, de la merde. Ça, on n'a pas goûté. Ah, voilà. Ça va être beaucoup mieux quand même. Acide, c'est censé être où dans la carte? Sur les côtés du fond de la langue. Sur les côtés. Je vais commencer par le devant. Direct. Ah oui. Bah on sent que c'est acide. C'est acide, ouais. Oui, oui. Mais Alors, pareil, au du palais. Au fond, beaucoup moins. Ah oui. C'est vraiment le... Non, en fait, moi, c'est plutôt 3, moi. Ouais. Ça marche pas, leur truc. Ouais, moi, le côté avant est très, très fort. Ouais, celui qui est censé être pour le sel. Ouais. Mais pas du tout... Ah oui, bah moi, c'est ça, c'est celle de ma région, visiblement. Et côté au fond, rien du tout. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la carte de Boring, c'est donc de prendre les informations qui avaient été compilées sur un panel, je crois, d'une dizaine, quinzaine de personnes. Bah, c'était très subjectif et surtout, c'était variable entre individus. Ouais. Donc c'était une moyenne d'individus. Comment les gens pourraient se dire, bah voilà, on va uniformiser la carte et tout. Rien ne va, quoi. Amer. Ouais. Donc pour la mer, on a du café. T'adores, hein? Ouais, moi, disons que je vais le sentir tout de suite, quoi. Allez. Allez. C'est dégueulasse. Et là, je sens rien. Tu sens rien au bout de la langue? Non. Moi, je sens que c'est dégueulasse. Mais je sens pas tant amer. Après coup, après l'avoir mis sur le palais, je sens l'amertume qui arrive. Oui, mais c'est sur le palais. Sur le palais, ouais. Je vais essayer au fond. Rien du tout au fond. Ça commence à arriver. C'est pas bon. Pourquoi les gens boivent du café? Côté. Rien du tout. J'avais une mauvaise compréhension parce que pour moi, les papilles, c'était les aspérités de la langue. Mais il n'y a pas ces aspérités-là sur le palais. Donc ça veut dire que les aspérités de la langue, ce ne sont pas. Tu voyais ça comme ça, toi? Ouais, je voyais que genre, ces aspérités-là qu'on a sur la langue, c'était ça les papilles. Et en Mais fait, il n'y en a pas que. Il y en a que tu peux à peine voir. Ah, il y a plusieurs types de papilles. Ouais. Et c'est ça, les récepteurs. Ouais. Et ces récepteurs-là, bah, ils peuvent être disponibles pour un goût, plusieurs goûts. Voilà, quoi. La répartition est sur toute la langue et j'imagine en plus sur d'autres parties de la bouche. Comme quoi, c'est intéressant à regarder, quoi. On est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. Si, c'est nickel. On a été un peu déroutés par les résultats de notre expérience sur la langue avec Pierre. Certes, c'est vraiment prouvé que cette carte de la langue avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer est fausse. Déjà parce qu'il manque au moins le goût umami et peut-être encore d'autres goûts comme le gras qui sont encore en train d'être étudiés. Mais aussi parce que si on regarde les récepteurs du goût, on ne trouve pas qu'il y a plus de récepteurs pour le sucre ici et pour le sel là. Ce qu'on sait, c'est que les récepteurs sont éparpillés sur la langue, mais aussi le palais mou et le pharynx et l'épiglotte, et on a aussi une variabilité entre les différentes personnes. Mais pas au point de créer des zones sucrées, salées, amères ou acides. Ça, c'est ce que la recherche nous dit, c'est acté, c'est absolument pas remis en question. Par contre, il y a une réalité qui est celle qu'on a vécue avec Pierre. On se rendait bien compte qu'il y avait quand même des différences d'un endroit à l'autre. Et on n'est pas les seuls à l'avoir vécu, il y a des tas d'articles de recherche aussi qui confirment que même si on n'a pas cette carte de la langue, certes, on a quand même des perceptions différentes. Et d'ailleurs, je vous invite à le tester comme on l'a fait avec Pierre, c'est assez rigolo. Alors, pourquoi nos sensations ne correspondent pas à la réalité de la présence des capteurs? Ben là, on ne sait pas encore exactement, mais il y a plusieurs hypothèses, et elles tournent toutes autour du fait que le goût ne dépend pas que des capteurs, que des récepteurs qui sont dans les papilles. Notre goût peut être différent d'une zone à l'autre de la langue simplement parce que les nerfs qui innervent la langue, ben, il y en a plusieurs et donc l'information ne se rend pas de la même façon au cerveau. Ça peut être aussi parce qu'il y a des seuils de certains goûts comme Pierre le disait. Ça peut être aussi, là c'est super intéressant, parce que la salivation, elle, on sait qu'elle n'est pas uniforme dans toute la bouche et donc ça va contribuer à dissoudre le sucre et le sel beaucoup plus facilement à certains endroits et moins à d'autres. Donc ce qui va pouvoir peut-être augmenter la force du goût. Apparemment, c'est aussi possible qu'il y ait un lien avec les mouvements de la langue et son degré d'action. Ça peut être aussi le lien avec l'attente et l'attention que l'on porte à un goût, qui peut changer notre perception, parce que vous le savez, si vous mangez quelque chose d'amer alors que vous vous attendiez à quelque chose de sucré, il vous faudra quelques bouchées avant de l'apprécier. Et enfin, dernière hypothèse, qui est mon hypothèse préférée, c'est le ventriloquisme somatosensoriel. Ça vient d'une étude de 1991 où ils ont appliqué un goût à un endroit et ensuite ils déplaçaient un coton-tige, donc sans goût, sur la langue. Et bien la sensation gustative était perçue comme suivant la tige.
alors qu'il n'y avait aucun goût qui était associé. Donc ça veut dire que cette stimulation tactile par le coton-tige peut changer notre perception. Et ça marchait pour les 4 goûts, salé, sucré, amer, acide. Bref, tout ça pour dire que vous voyez que c'est le bordel, cette carte est fausse, mais votre sensation est complexe. Testez-la. Une autre croyance bien plus complexe qu'il n'y paraît, c'est cette image pour représenter l'évolution. Moi, j'ai toujours vu cette image quand j'étais à l'école, et même bien après l'école. Yes. Et je sais que toi, tu es prof de biologie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette image-là ? C'est une image qui est hyper intéressante, c'est l'image de l'évolution. Ouais. Si on veut parler d'évolution de quoi que ce soit, on met cette image-là. Exactement. On l'a souvent appelée la marche du progrès. Non seulement c'est pas le titre original de cette figure. Ah non ? Non. Le titre, c'est la route vers l'humain. En plus, c'est pas l'image complète. Je te montre. Hop, ça c'est celle qu'on a d'origine. Ouais. Mais tu peux remarquer qu'il y a une sorte de une rupture dans la page. Ah oui, exact, ouais. Et en fait, ça s'ouvrait. ça s'ouvrait. Ok. Donc il n'y a pas 6 individus, c'est 15 individus, ils sont alignés. Ouais. Donc c'est juste que c'est une plus grande frise. Mais il y a surtout un truc qu'on regarde jamais quand on fait ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on regarde on regarde les images On regarde pas le texte. et on regarde pas le texte, Ouais. ni ici la frise chronologique, qui est hyper importante. Cette illustration voulait montrer la route vers l'humain, un chemin parmi d'autres. De toute façon, il y a des problèmes avec cette image qui date de 1965. On parle de la route vers l'humain. Moi, je dis humain, mais très clairement, c'était marqué l'homme. Ok. Humain. D'accord. Voilà. Donc, Il y a la moitié de la population qui n'est pas représentée. Voilà, il n'y a que des bonhommes. Voilà, il y a des pénis partout. Donc c'est la fête. Est-ce que ça, c'est en 1965, à part le problème sociétal que la moitié de la population n'est pas représentée, est-ce que c'était la compréhension, cette linéarité, le fait que ce soit vraiment le chemin vers l'homme, vers l'humain, est-ce que ça, c'était la compréhension en 1965 ou c'était déjà une approximation de la réalité ? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'une branche d'un arbre de parenté pour toi ? Oh là là. Oh là là. Oh là là. À part dire qu'il descend du précédent, je sais pas. Mais c'est exactement ça. D'accord. C'est ça. C'est que là, pour que ça fonctionne, il faut que systématiquement, n'importe quel des individus soit le descendant du précédent. Ouais. Donc on aurait une filiation. Ouais. Le texte nous permet direct de dire que c'est pas ce que voulait faire Rudolf Salinger. Parce qu'il y en a plusieurs dans lesquels il dit « Ceci, là, ça, c'est un représentant d'une impasse, puisque ce genre-là est éteint aujourd'hui. » Ça peut pas être une branche. Ok, ouais. Si ici, là, il n'y a plus de descendants de cet individu. Donc on savait, à l'époque où cette image a été faite, elle était déjà, entre guillemets, fausse, en tout cas dans l'interprétation, en une image qu'on a, quoi. Ouais. Et par la fin, là, on a 5 individus. Ouais. Il y en a qui sont contemporains les uns des autres. Ah oui, ok. Tu peux pas être le descendant de ton cousin. Ouais. Effectivement. Ça ne marche pas. Ouais. Au mieux, ils peuvent se reproduire entre eux et contribuer ensemble à la filiation. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe entre celui-là et celui-là, l'homme de Néandertal et Homo sapiens. Qui se sont reproduits ensemble. Qui se sont reproduits. Ça, c'est une donnée récente, non ? Oui. Là, Ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Ouais, ok. Ils savaient à peine qu'ils étaient superposés sur le même territoire. Ok. La plupart d'entre eux pensaient que Néandertal, c'était une impasse, parce qu'ils étaient arrivés en Europe avant l'arrivée d'Homo sapiens, et donc ils pensaient qu'ils avaient été remplacés par Homo sapiens. Okay. Depuis, on sait que c'est pas remplacé, c'est qu'ils ont été contemporains, ils ont beaucoup copulé ensemble, alors qu'ils étaient des espèces différentes, et ils ont contribué ensemble à notre filiation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population humaine qui a du patrimoine génétique de Néandertal. Donc l'image, c'était un effort de vulgarisation en fait à l'époque, mais qui a tellement plu, qui était une image tellement simple pour rentrer dans la tête qu'on l'a gardée encore aujourd'hui. Oui, mais en fait, c'est hyper efficace pour comprendre ce que c'est que le progrès. Moi, je suis d'accord. Si je devais représenter le progrès, je représenterais quelqu'un qui se lève, etc. Mais est-ce que l'évolution, c'est le progrès ? Non. C'est pas le progrès, l'évolution ? Non. C'est quoi l'évolution alors ? L'évolution, c'est un processus dans lequel des espèces vont se diversifier, c'est-à-dire donner de nouvelles espèces au fur et à mesure des générations par un processus essentiel qu'on appelle la sélection naturelle. Quand tu prends une espèce et que tu regardes tous ses descendants, tu sais que de génération en génération, l'intégralité de la population de cette espèce ne peut pas survivre et se reproduire.
Ça n'arrive pas. Si tu avais par exemple une espèce de bactérie qui se reproduit toutes les 30 minutes, en 2 jours et demi, elle recouvre la surface de la planète. Donc c'est pas possible. Donc parmi tous les organismes qui sont descendants de cette une bactérie, etc., il y en a nécessairement qui disparaissent. Et cette disparition, elle n'est pas totalement aléatoire. Il y a une grande partie qui est associée au fait que parmi tous les descendants de ces bactéries, il y a quelques variants qui peuvent avoir un avantage soit pour survivre, mais surtout pour se reproduire. Et donc, presque spontanément, mathématiquement, les variants qui ont des problèmes pour pouvoir se reproduire et se survivre vont être éliminés au profit de ceux qui ont ces petits avantages. Et ça, on peut pas appeler ça du progrès ? Bah non. Pourquoi ? Parce que un avantage, c'est conditionné à ce qui présente un avantage sur le moment. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, la vitesse, c'est un avantage absolu ? Oui, effectivement, ça dépend dans quelle situation. Voilà, je sais pas. Est-ce que l'intelligence, c'est un avantage absolu ? Pas forcément. Pourquoi les virus se maintiendraient ? Pourquoi les En fait, il n'y a aucune de ces considérations-là, de ces contraintes-là, qui peuvent être un avantage absolu. La perfection n'existe pas si on prend juste l'idée de se reproduire et survivre. Okay. Puisque tout ça, c'est conditionné par l'environnement. Ce serait quoi une image représentative de l'humain, on va dire, et de quelle a été sa marche vers l'humain qu'on est aujourd'hui, quoi. C'est celle que j'enseigne à mes étudiants. Ouais. Ce que je préfère, moi, c'est cette idée que chacun de ces individus, chacune de ces silhouettes, soit placée dans un arbre de parenté, mais aussi dans une répartition temporelle. On se rend compte que certains appartiennent à des branches qui vont disparaître, d'autres qui se maintiennent, et surtout que le processus de l'évolution, par essence, il répond à la question pourquoi il y a autant de biodiversité sur notre planète. Pas pourquoi les espèces s'améliorent, pas pourquoi est-ce qu'il y a des espèces perfectionnées, c'est pas du tout la question à laquelle répond l'évolution. L'évolution, c'est pourquoi il y a autant d'espèces différentes sur notre planète. Et c'est ce processus d'évolution que tu vois se manifester dans cette image, pas dans une marche linéaire. Ça, c'est ce que j'ai toujours appris à l'école. Sur à quoi ressemblait un atome. Ok. Et toi, t'es prof de chimie. Oui, tout à fait. Et donc, je voulais savoir en quoi est-ce qu'il est faux. En quoi est-ce qu'il est faux ? Ouais. Déjà, la physique quantique nous apprend qu'on ne peut pas localiser des petites particules comme les électrons comme ça. Ce qui fait que, en fait, dans ce modèle-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met un noyau au centre avec des protons, des neutrons, et autour des électrons qui gravitent un peu comme sur des orbites. Ce qu'on appelle souvent le modèle planétaire, c'est à l'image de j'ai le Soleil au centre, et des planètes qui gravitent autour. Et donc les électrons, ce seraient les planètes, et au centre, on aurait le noyau atomique qui jouerait le même rôle que le Soleil. La théorie aujourd'hui qui décrit correctement l'atome, en fait, c'est la physique quantique. Et la physique quantique, ce qu'elle nous apprend, c'est que pour une particule telle qu'un électron, il est impossible de définir simultanément une vitesse et une position, et donc une trajectoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va plutôt décrire l'atome via ce qu'on appelle une description probabiliste, c'est-à-dire que ça fait appel à de la physique des ondes et à des probabilités de présence pour voir un petit peu comment va se comporter l'électron et donc les propriétés de l'atome. Cette description avec le modèle planétaire permet pas d'expliquer certains résultats expérimentaux, par exemple la spectroscopie atomique. Si j'étudie comment se comporte un atome lorsque on soumet un rayonnement, donc à de la lumière en fait, eh bien on va observer qu'il absorbe les énergies que pour des longueurs d'onde très précises, que pour des énergies très précises. Et ce modèle-là que tu m'as montré là, le modèle planétaire, en fait, si on met les choses en équation, il permet pas bien de rendre compte de ces résultats-là. D'ailleurs, Raphaël m'a ensuite expliqué l'histoire des modèles atomiques qui se sont succédés au fil du temps. Du modèle de pudding établi par Thomson, où on imaginait les électrons placés un peu n'importe où dans l'atome, à l'image d'un gâteau au raisin, en passant par le modèle de Rutherford, puis le modèle de Bohr, et enfin le modèle quantique, le plus récent, le plus à jour. Pour tous les détails historiques de notre compréhension de l'atome, pourquoi un modèle a amené à un autre, vous pouvez aller sur la chaîne de Raphaël Blablaro au Labo, qui vient aussi de sortir une vidéo qui rentre plus dans le détail qu'on ne le fait ici. Mais alors dans tout ça, quel est le vrai modèle de l'atome ? Du moins celui qui serait le plus proche de la réalité de notre compréhension actuelle. La vraie façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que les électrons occupent ce qu'on appelle des orbitales. Donc on peut représenter des orbitales atomiques. Par exemple, si... je pourrais te les montrer en 3D si tu veux, on peut les avoir sur l'ordi. Il me semble que
quelque chose ici aussi. Ouais, là. c'est vrai, on peut les regarder là. Et voilà les orbitales atomiques, donc elles portent des noms un peu barbares, 1s, 2s, 2p, etc. Bon, maintenant ça, on les apprend un peu au lycée, les noms, mais on voit pas les orbitales atomiques. Au lycée, on les voit maintenant Parce que moi, je l'avais vu à la fac. Ouais, alors les orbitales atomiques, on les voit à la fac, dans le supérieur. Les noms des orbitales atomiques, ça, ils le font au lycée, mais on leur explique pas trop pourquoi, donc en vrai, ça sert pas à grand-chose, à part qu'ils connaissent les noms. Ces dessins-là, je les ai vus à la fac. Puis... on parlait de fonctions, on parlait le psi, on parlait de haut carré, on faisait ces 1s2, 2s machin, 3p6, que sais-je. Et donc la seule façon dont j'ai réussi moi à résoudre ma compréhension de ça, c'est quand je me suis dit, ok, en fait ça représente la probabilité de là où on pourrait trouver un électron. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Par exemple, il y a une orbitale qu'on appelle l'orbitale 2pz. Et donc si je représente dans un repère, donc ici l'origine ça serait le centre, là où il y a le noyau, c'est le centre du noyau, et bah cette orbitale de pz, hop, elle aurait cette allure là. Donc tu vois, on peut la mettre dans un repère XYZ qui serait centré sur le noyau, normalement c'est ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'elle dit cette orbitale? Ça veut dire que si un électron occupe cette orbitale de pz, on voit qu'elle est plus développée selon l'axe Z. Donc ça veut dire que l'électron qui occupe cette orbitale, il a une probabilité de présence plus importante autour de cet axe par rapport aux autres. Et un électron qui occuperait une orbitale, par exemple de py, elle serait comme ça en fait, développée selon l'axe Y. Et donc l'électron qui occupe cette orbitale, il aurait une probabilité de présence plus importante autour de l'axe Y. En réalité c'est très technique, mais si on veut essayer de le comprendre simplement, c'est un peu comme ça. Enfin simplement. Faut le dire vite. Faut le dire vite. Alors la représentation de l'atome que l'on apprend à l'école, elle est très pratique pour aider à l'apprentissage, pour donner du visuel à des notions qui sont parfois assez abstraites, mais en réalité, à cette échelle, ce sont des phénomènes quantiques qui sont en jeu, et c'est par définition très difficile à représenter. Le mieux que l'on ait aujourd'hui, ce sont donc les orbitales que vous voyez, et il y en a plein des différentes. Et ces orbitales représentent une probabilité de présence des électrons, on va dire. Bref, finalement, le vieux modèle qu'on apprend à l'école, même s'il est faux, il a de belles vertus éducatives et ma foi, il est quand même très pratique. Ce que je trouve intéressant avec toutes ces erreurs, c'est qu'elles ont souvent une raison d'être. Celle du modèle de l'atome, par exemple, c'est parce que c'est plus facile pour l'apprentissage et parce que de toute façon, notre représentation la plus proche de la réalité, elle est assez difficile à reproduire en dessin. Celle de la langue, c'est plus complexe parce que c'était pas forcément exactement une erreur à l'époque, parce que c'était l'information la plus à jour qu'on avait, mais notre compréhension s'est raffinée avec le temps. En fait, elle s'est complexifiée parce qu'on n'est pas encore à un niveau de compréhension parfait de comment fonctionne le goût. Alors peut-être que dans 25, 50 ou 100 ans, c'est cette vidéo qui sera utilisée pour dire qu'on n'avait pas tout compris. Celle de la marche du progrès, c'est super intéressant parce qu'il y avait des choses que l'on sait fausses aujourd'hui, mais qu'on ne savait pas à l'époque. Mais surtout, le fond du problème, c'est que l'image a été vidée de son sens initial et tellement réexploitée et réexploitée que son sens en est devenu encore plus faux. En fait, se tromper sur des faits, sur une compréhension, c'est pas grave en soi, c'est le propre de l'avancée des connaissances. C'est parce qu'on pense quelque chose que l'on est capable de le remettre en question. Encore faut-il avoir la flexibilité d'esprit d'accepter que ce qu'on a appris n'était pas vrai ou n'est plus vrai avec les nouvelles connaissances du jour. Remettre en question ses croyances, c'est toujours sain, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais c'est sain. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses comme ça qu'on a appris quand on était enfant et qui en fait ne sont plus vraies aujourd'hui ou qui n'ont jamais été vraies aussi. D'ailleurs, je vais vous en publier quelques-uns en short dans les prochains jours et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les autres fausses croyances que vous connaissez de votre enfance, hein, c'est ça le principe, et peut-être que je pourrais faire une suite à cette vidéo. En attendant, je vous laisse avec un phénomène surprenant qui a l'air d'être une fausse vérité, mais ça n'en est pas une, celle qui montre que notre tête se met à tourner automatiquement si on se met un cintre sur la tête. Je sais ce que vous pensez, mais je vous assure que c'est vrai. Allez voir.